Bonjour. Il faut ouvrir la présentation. Je pensais qu'on commençait déjà. Donc, merci d'être venu. La durée de la présentation va être de 20 minutes. Donc, on vous invite à rester dans la classe la durée complète pour éviter les va-et-vient. Moi, je vais vous faire une indication avec les 4 ronds à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Puis, suivi d'une période de questions à la fin par le jury de 5 minutes. Est-ce que c'est juste possible, lorsque tu vas montrer les cartons, d'avoir un contact visuel avec tous les membres de l'équipe? Oui, Est-ce que c'est possible de tester le pointeur tout de suite? Vous pouvez y aller. Bon. Bonjour. La mission d'un organisme sans but lucratif est bien différente de celle des autres types d'entreprises. Plutôt que de chercher à dégager des profits, un organisme va tenter d'aider sa clientèle de la meilleure façon possible en faisant une différence. Donc, la mission de Défi Jeunes en santé est d'offrir du contenu de sensibilisation pour les jeunes de 13 à 17 ans sur les sujets qui sont liés au domaine de la santé. Donc, mes collègues Michel, Louis-Philippe et moi-même Kim sommes ici pour vous présenter aujourd'hui nos recommandations qui vous permettront d'accomplir cette mission. Donc, en bref, le mandat que vous nous avez demandé de remplir aujourd'hui, c'était de préparer un rapport sur la situation financière de votre organisme pour l'année 2014, sur le système actuel des contrôles internes, sur les recommandations sur les états financiers actuels et les autres recommandations de gestion qu'on pouvait vous faire si nous en relevions certaines. Je vais commencer d'abord avec un bref plan de la présentation. Je vais commencer avec une analyse de l'environnement. On va y aller par la suite avec les considérations comptables, les mesures de contrôle interne. On va traiter la situation du don aussi de Thierry Brochet de 75 000 $. Et on va terminer avec un état des flux monétaires prévisionnels. Pour ce qui est l'analyse de l'environnement, en bref, pour l'entreprise, on va distinguer beaucoup de forces et d'opportunités d'amélioration. Dans les forces, une cause qui est importante, la santé des jeunes, c'est ce qui va assurer justement le futur aussi de la société québécoise. Les missions, les valeurs. Les témoignages avec justement l'histoire qu'on avait eue du grand-père de M. Thierry Brochet qui avait fait un don étant donné que son jeune avait participé et s'était remis en main avec les programmes de l'entreprise. On a un taux de participation aux activités qui est de 93 %. On constate que l'entreprise est en très bonne situation financière. La demande répond super bien. Les opportunités d'amélioration, on va regarder un petit peu dans le respect des normes comptables, l'examen des états financiers, contrôle interne et le contrôle des coûts. Des mesures qu'on va venir pallier avec nos recommandations de plus tard. Les opportunités d'affaires, le taux de naissance, considérant s'il y a moins de naissance, plus de naissance, la population qui va être en lien justement avec nos services va être plus ou moins grande. L'élargissement des programmes de financement aussi. On va regarder le vieillissement de la population, la baisse des naissances et le respect des critères de subvention et la concurrence justement dans le domaine des subventions justement pour l'attribution, être certain qu'on va y avoir droit plutôt qu'une autre OSBL. Donc, je vais débuter tout d'abord par les considérations comptables qui est à traiter dans l'analyse de votre rapport financier. Donc, si on peut commencer par le matériel de bureau, sport et cuisine. À prime abord, avant de débuter, on a utilisé le référentiel IFRS, étant donné que vous nous avez mentionné utiliser les PCGR. Donc, tout d'abord, matériel de bureau, sport et cuisine qui sont des immobilisations. Votre traitement en 2012 était adéquat puisque les produits d'apport étaient inférieurs à 50 000, ce qui ne vous obligeait pas à les comptabiliser en tant qu'actifs. Pour ce qui est de 2013, vos produits d'apport sont supérieurs à 50 000, ce qui, en fait, vous oblige à les comptabiliser comme une immobilisation à titre d'actif et également à comptabiliser une charge d'amortissement pour refléter la durée d'utilisation de l'actif en question. Ensuite, en ce qui a trait aux apports en nature, donc on avait trois apports en nature. Tout d'abord, les animateurs de programmes et d'activités, les membres du CA ainsi que les gilets. À ce niveau-là, c'est à votre choix. Vous pouvez décider de les comptabiliser ou non. Cependant, nous vous recommandons de les comptabiliser puisque cela reflète davantage la santé financière de votre entreprise. Donc, ensuite, en ce qui a trait au montant payé à taille faire, nourriture pour événements et gilets, dépendamment de la méthode qu'on utilise. Selon le référentiel des FRS, on peut utiliser de la méthode par fonds affectés ou la méthode de report. Donc, selon la méthode qui est utilisée, il y a deux traitements possibles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, pour les montants payés à taille faire, si on utilise la méthode par fonds affectés, c'est en fait de le comptabiliser comme charge étant donné que le montant est payé
en 2013. Ensuite, pour ce qui est du report, ce serait de le comptabiliser plutôt à titre de fait pris d'avance, étant donné que la charge est engagée en 2014, et c'est le même principe pour les nourritures pour événements ainsi que pour les gilets. On peut continuer. Ensuite, en ce qui a trait à la subvention, le traitement pour 2013, il n'y a aucune réserve, en fait, dans les contraintes qui étaient à respecter pour les subventions, il y avait une limite permise qui était de 18 % des apports. Nous avons vérifié et la subvention correspond à un montant de 17 % des produits d'apport, donc il n'y aura aucun montant à rembourser. Pour ce qui est de l'exercice 2014, vous devez comptabiliser la subvention étant donné qu'il est probable que vous l'obteniez et que le montant est estimable. On va comptabiliser une réserve seulement s'il y a un remboursement à effectuer, c'est-à-dire si on se rend compte en cours d'exercice que les apports viennent, que la subvention vienne à excéder le pourcentage des apports qui est permis pour l'exercice 2014. Si on poursuit maintenant avec le contrôle interne, il y a une vive concurrence en fait avec les autres organismes à but non lucratif au niveau des subventions gouvernementales et le gouvernement, il y a possibilité que le gouvernement vous exige une mission d'audit pour que vous puissiez obtenir la subvention. Donc, à ce niveau-là, c'est tout à votre avantage d'instaurer un système de contrôle interne, puisque cela va vous permettre de diminuer grandement les coûts de l'audit et également va vous permettre de faire face à cette concurrence avec les autres organismes à but non lucratif qui sont également en course pour l'obtention de subventions gouvernementales. Donc, aujourd'hui, on vous propose des mesures concrètes de contrôle interne à instaurer dans votre entreprise afin justement de faciliter le contrôle de vos chiffres, le contrôle des manipulations, des transactions et également diminuer les coûts d'audit si jamais vous aurez à réaliser une mission d'audit suite aux exigences du gouvernement. Donc, tout d'abord, la première mesure que l'on vous propose, c'est concernant les approbations des chèques. Donc, on est allé ici avec différents paliers d'acceptation. De 0 à 10 000, cela pourrait être la responsabilité du commis comptable. 10 000 à 50 000, directrice des programmes, etc. Et 100 000 et plus, résolution du conseil d'administration, étant donné que c'est des montants qui s'avèrent tout de même assez importants. Ensuite, en ce qui a trait au dépôt, donc on est allé ici avec 4 étapes. Donc, la première, réception des montants par la réceptionniste. Donc, elle fera un décompte dans un rapport. Ensuite, transfert au commis comptable qui serait responsable de la comptabilisation. Et le dépôt pourrait être effectué par l'adjointe administrative. Ici, vous voyez qu'on a mis l'accent sur une séparation des tâches de manière à diminuer le risque de manipulation des chiffres ou de comportement dysfonctionnel. Et finalement, un rapprochement bancaire mensuel qui serait fait à chaque mois pour valider si les dépôts ont été faits correctement. Tous ces mesures de contrôle-là également permettent de vérifier plusieurs assertions. Comme là, on a parlé des dépôts, donc ça serait de vérifier l'existence des décaissements, l'exhaustivité, etc. Ensuite, au niveau de TAIFER, donc le contrat qu'on a avec TAIFER, demander l'émission d'un reçu. Encore une fois, là, c'est une série d'étapes. Donc, la première étape, ce serait de demander l'émission d'un reçu, 2 copies qu'il pourrait nous remettre et qu'on remettrait à un client. Ensuite, de disposer les recettes de TAIFER dans un compte de produits distincts parce que lorsqu'on atteint un certain montant, on doit repayer un certain coût à TAIFER. Donc, en disposant les produits dans un compte distinct, ça nous permet d'assurer un meilleur contrôle, un meilleur suivi à ce niveau-là. Ensuite, de faire une vérification mensuelle, justement, de la progression du solde de compte distinct. Ensuite, faire la conciliation du montant dû à TAIFER avec les documents fiscaux, c'est-à-dire, là, ça serait plus en fin d'exercice de vérifier si tous les reçus fiscaux qu'on a produits correspondent au montant que TAIFER nous a remis, étant donné qu'ils sont responsables de la collecte de nos fonds. Ensuite, en ce qui a trait au porte-à-porte, encore une fois, une série d'étapes. Donc, tout d'abord, vous voulez utiliser les participants pour effectuer ces collectes. Donc, la première étape serait de leur faire signer un contrat de responsabilité afin de les sensibiliser, de les conscientiser à la participation de cette activité. Ensuite, ce serait de former les équipes vous-même, en fait, d'attitrer la direction à la formation des équipes et des équipes de 2 de manière à diminuer le risque de vol. Ensuite, l'émission de 2 reçus fiscaux toujours, afin que vous puissiez conserver une de vos copies et d'assurer un suivi régulier sur les différentes transactions.
Décompte des montants récoltés par la réceptionniste. Donc, à chaque fois que l'équipe récolterait des montants, elle pourrait ramener la totalité des montants à la réceptionniste qui en ferait le décompte pour le transférer ensuite à le commis comptable qui ferait la conciliation avec la copie du reçu. Encore une fois, vous voyez un rappel de la séparation des tâches, ce qui permet de diminuer le risque de fraude, ce qui permet d'assurer la véracité des montants, l'exactitude. Et finalement, en fin d'exercice, ce serait encore une fois de faire une conciliation avec les reçus fiscaux. Ensuite, contrôle avec la collecte des fonds commerciaux. Encore une fois, une série d'étapes qui va ressembler à celle des porte-à-porte. On débute par le contrat avec les entreprises avec lesquelles on fait affaire. Encore une fois, pour les conscientiser. Nous vous proposons également de faire des boîtes cadenassées de manière à empêcher le vol de l'argent qui est déposé dans la boîte. De faire des dépôts de boîtes quotidiennement au locaux de l'entreprise. Et ensuite, les mêmes procédures que le porte-à-porte, comme je le disais, pour la conciliation et pour la reconstitution des montants. Et finalement, droit d'inscription. Donc, de faire des conciliations quotidiennes, étant donné que les droits d'inscription correspondent à des montants assez importants. C'est-à-dire, on avait dans les informations que vous nous avez mentionnées, il y avait un 36 000 de dollars additionnels, ce qui correspondait à un montant de 142 000. Donc, on a un montant qui est assez important sur une base hebdomadaire. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire une conciliation qui serait quotidienne. Et ce pourrait être également le commis comptable qui pourrait s'occuper de cette conciliation. Et ensuite, faire une autre conciliation, cette fois-ci sur une base mensuelle avec le relevé bancaire. Pour ce qu'on parlait dans le contrôle interne aussi, on a le terme de la signature des contrats, en fait. Là, on a la signature du bail qui pourrait en être un exemple. C'est un contrat qui est quand même assez important. On ne fera pas signer ça par la commission comptable. On va aller avec un niveau de responsabilité qui va être un petit peu plus élevé. On a mis un exemple, la directrice des programmes qui pourrait signer, mais compte tenu justement du bail, si ça va être un montant plus important aussi, on pourrait monter au membre du CA aussi pour être certain qu'il y a une bonne implication à ce niveau-là. On avait un écart à combler aussi. On avait regardé aussi les chandails. On avait un écart de 945 $ en fait sur les ventes réputées et sur le montant qu'on a encore en stock. Ça veut dire qu'on a un écart qu'il va falloir venir faire un petit peu plus de contrôle là-dessus. Là, on parlait un petit peu d'un local de rangement, une armoire, pour être certain à ce moment-là que le stock est protégé, il est à l'abri du vol, il est à l'abri des pertes. Il faudrait voir aussi en même temps aussi, est-ce que c'est des montants qui sont encore en circulation, qu'on n'a juste pas encaissé justement au livre, pour être certain qu'on soit capable justement de combler l'écart d'une façon logique. Si on regarde aussi pour ce qui est de la réception du matériel aussi, on va lier le bon de livraison, la facture, et le numéro de décaissement aussi pour être certain justement qu'on n'a aucune misère à retrouver vraiment nos transactions et être capable de venir à bout, venir à bout de chaque transaction aussi, de se rendre à l'objectif souhaité, puis pour faire un meilleur attachement justement avec les transactions. Donc, si on y va avec le don de M. Brochet. M. Brochet, le don qu'il nous offre, c'est un don de 75 000 qui va nous être déposé dans un fonds de dotation, en fait, puisque pour les 5 premières années, le seul montant qu'on pourra utiliser pour nos projets, c'est les intérêts qui seront faits dessus. Par la suite, après 5 ans, on va pouvoir prendre un 20 de ce montant total-là du capital qu'on va pouvoir utiliser avec les intérêts pour les projets que M. Brochet désirait effectuer. Donc, les projets que M. Brochet désirait effectuer, c'est des projets qui ne sont pas nécessairement en lien avec la mission de l'organisme. Présentement, la mission, c'est plutôt de sensibiliser les jeunes âgés de 13 à 17 ans sur les questions sur la santé. Puis présentement, ce qu'on fait, c'est plutôt au niveau des problèmes causés par la drogue, l'obésité, l'alimentation, la dépendance aux outils électroniques et aux autres médias, puis la santé en général. Donc, les sujets que M. Brochet aimerait qu'on traite, c'est plutôt des sujets qui sont liés à la protection de l'environnement, au changement climatique, puis à la démocratisation des pays émergents. Donc, c'est des sujets qui ne concordent pas vraiment avec l'orientation qu'on cherche à aller chercher pour votre organisme, ce qui fait en sorte que ça serait hors de vos activités normales. Donc, ça vous demanderait d'aller chercher une expertise nécessaire pour être capable de mettre en place des projets, des activités qui sont en lien avec ces sujets-là. Puis, malheureusement, bon, malgré le fait que le 75 000, c'est quand même un montant qui est important, qui est intéressant, qui pourrait permettre, en fait, de faire des beaux nouveaux projets, c'est un montant qui, au final, avec les coûts que ça engendrerait, deviendrait peut-être moins intéressant, puis nous ferait vraiment sortir là, de l'objectif stratégique, de la vision stratégique que vous avez en ce moment pour votre organisme. C'est sûr que si vous considérez d'élargir votre vision et votre mission, à ce moment-là, ça peut être un projet qui est intéressant, mais pour l'instant, considérant que vous seriez obligé d'utiliser ces fonds-là pour des projets qui sont en lien avec l'environnement, les changements climatiques et la démocratisation, c'est vraiment pas un don là, qui vous rejoint.
Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne pas accepter ce don-là, ou peut-être de revoir à ce moment-là avec M. Brochet, ça ne serait pas possible, de revoir avec lui les raisons pour lesquelles il voudrait qu'on utilise ces fonds-là, pour que ça soit plus en lien avec la mission que vous avez actuellement. Pardon. Donc, ensuite, pour ce qui est de l'évaluation des flux monétaires de 2014, on a fonctionné par trois horizons prévisionnels. On a fait un scénario qui est plutôt pessimiste, un qui est neutre, puis un qui est plus optimiste. Donc, il y a plusieurs hypothèses, en fait, qui sont liées à ces scénarios-là. Donc, si je commence avec le scénario plus pessimiste, c'est qu'au niveau des revenus, on avait souvent des indications que ça se retrouvait dans une fourchette de revenus. Donc, pour le pessimiste, on est allé toujours au plus bas de la fourchette. On a aussi prévu une augmentation des dons privés subventions de 2 puisque c'était spécifié que vous attendiez d'avoir beaucoup plus de dons par la poste. Ensuite, pour ce qui est des charges, c'est que ça va. Il y a beaucoup des charges qu'on a utilisées, une augmentation en fonction de l'augmentation qu'on a vue entre 2012 et 2013. Donc, pour ce qui est des salaires de programme, ce qu'on a remarqué, c'est que l'augmentation était consistante avec l'augmentation des droits d'inscription que vous avez récoltés. Donc, à ce moment-là, on est venu faire une augmentation en conséquence de l'augmentation des droits qu'on a prévu, qui est un 36 000 supplémentaire, comme vous avez mentionné. Ensuite, les salaires d'administration, l'augmentation qu'on avait vue l'année passée, c'était à peu près la moitié de celle des salaires pour les activités. Donc, à ce moment-là, on a pris la moitié du montant qu'on avait prévu pour les salaires des programmes. Donc, c'était 33 pour les programmes, donc 16,5 pour les salaires d'administration. La collecte de fonds et le site web, qu'on n'avait pas d'indicateur que ça allait être des prix qui allaient augmenter, on est allé avec un 2 selon l'inflation. Les charges liées au conseil, on est allé avec un 40 puisque c'est l'administration qu'on a vu, l'augmentation qu'on a vue en 2013. Pour le loyer, on a décidé de laisser le même loyer puisque c'est souvent des ententes de loyer, c'est conclu pour plusieurs années. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un changement par rapport à ça dans votre convention de bail, nous, on a laissé le même montant. Pour ce qui est des fournitures de bureaux, donc il y a une augmentation de 18 comme 2013. Puis les coûts directs, on est allé selon l'inflation et les coûts supplémentaires prévus que vous nous avez mentionnés là, pour les activités qui étaient de 15 000 par activité supplémentaire pour 4 activités au total. Donc, sinon, pour ce qui est de la répartition, c'est qu'il y a moins d'indications particulières, comme je vais vous le montrer dans l'état des flux prévisionnels. Les revenus et les charges sont répartis de façon linéaire sur les 12 mois de l'année. Je vais parler de la petite tour de français, là, c'est pas linéaire, c'est linéaire. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les années futures, pour les mois futurs, selon la prévision pessimiste, là, pour les 6 premiers mois, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mois dans lesquels on dégage un certain, soit qu'on arrive juste qu'on dégage un certain profit qu'on pourrait réinvestir dans les prochaines années. Un des mois principalement où est-ce qu'on vient dégager un montant plus élevé, c'est le mois d'avril où est-ce qu'on devrait recevoir la subvention gouvernementale provinciale pour 2014, en fait, selon les coûts de 2013, puisqu'on avait compris, là, selon votre situation, que vous allez recevoir pour 2014, mais c'était la dernière année que vous allez la recevoir. On l'a basé sur les coûts de 2013 avant les ajustements. La raison est que, dans le fond, même malgré nos recommandations, on n'était pas sûr de ce que vous désiriez faire au final. Donc, on s'est dit, on va prendre pour hypothèse qu'on y va seulement avec les coûts actuels. Puis, ce qu'on réalise là, vraiment, là, en regardant aussi les prévisions pour les mois suivants, c'est qu'il y a quand même un manque à combler là, de 117 000 qu'on va falloir combler avec d'autres projets de financement. Puis il y a aussi un petit bémol au niveau de la subvention, c'est que présentement, on serait à 23,28 du montant total des produits en apport. Donc, il faudrait rembourser là, comme un 8 à ce moment-là du montant pour pouvoir nous permettre de respecter l'exigence du 15 des revenus de cette année. Il faudrait rembourser en fait là, en 2015, en février. Après ça, si on passe au niveau du scénario neutre, la moyenne, on a à place d'aller avec une fourchette de prix là, qui était de la plus basse, on a fait la moyenne. Puis pour les dons privés et subventions, on est augmenté de 5 Puis pour le restant, c'est pas mal les mêmes hypothèses, donc je vais me permettre de passer aux prochaines diapositives. Donc on voit ici, là, encore une fois, un des seuls mois où est-ce qu'on dégage un montant, c'est vraiment le mois d'avril, avec la réception de la subvention qu'on a laissée au même montant, pour avoir des résultats plus conservateurs. Si on regarde de juillet à décembre aussi, là, on dégage quand même une petite perte pour un manque à combler qui est de 89 000, presque 90 000 $. Puis encore là, notre pourcentage de subvention est de 22,10 %. Donc, on aura encore un montant à rembourser l'année prochaine. Au niveau du scénario optimiste, les montants, on est allé avec le montant le plus élevé de la fourchette de prix que vous nous aviez donné, puis on est allé avec une augmentation des subventions et des dons privés de 10 %. Donc, à ce moment-là, si on va voir le résultat final, c'est qu'il y a quand même un manque à combler de presque 52 000 $. On est encore à un montant trop élevé au niveau de la subvention de 20,66 %. Donc, ce que ça nous amène à soulever, en fait, c'est qu'il y a vraiment un risque au niveau de votre financement. Il y a un manque qui est à combler qui est quand même assez important, puis que même si on vient à réviser certaines estimations, il y a quand même un manque qui est là, qu'on va se devoir de trouver un financement
pour vous assurer de pouvoir continuer votre mission, de la remplir et d'offrir les services à votre clientèle. Puis, en plus, il va falloir quand même prévoir aussi qu'au mois de février en 2015, à moins que vous ayez cherché des produits supplémentaires, on va avoir une partie à rembourser pour l'instant à la subvention qui a été reçue, ce qui pourrait vraiment vous mettre en difficulté. Ce qu'on vous suggère à ce moment-là, c'est d'aller plus vers des nouvelles campagnes de fonds, essayer de recruter quelqu'un sur votre conseil d'administration, quelqu'un au sein de votre organisme qui serait spécialisé au niveau des campagnes de financement, qui vous permettrait vraiment d'aller chercher des fonds supplémentaires, qui vous permettrait vraiment de remplir votre mission, puis de faciliter la communication de vos objectifs. Bien entendu, le souci découlant ce fait-là, ça prend aussi un meilleur contrôle des coûts. Comme on voit, il y a des grandes augmentations au niveau de vos coûts depuis 2012. Nos prévisions ont été en conséquence de ça aussi. Donc, ça serait important vraiment de faire un meilleur suivi, d'établir des budgets, de faire un suivi au niveau de ces budgets-là, peut-être d'inclure à ce moment-là vos employés qui pourraient vous donner une idée aussi de c'est quoi les coûts qu'ils pensent que vous pourriez encourir, c'est quoi les coûts qu'est-ce que ça en est en général. Puis en les impliquant aussi, ça vous permet vraiment de les motiver encore plus. Puis, c'est ça, comme je disais, là, au niveau de l'indépendance du CA, puis la composition, ça serait d'aller chercher de l'expérience dans les domaines dans lesquels vous avez une lacune. Donc, au niveau du financement, puis au niveau de l'indépendance, c'est que vos dons proviennent beaucoup des gens qui sont connus par les membres du CA, ce qui n'est pas nécessairement un problème, mais ça serait intéressant qu'on ait des membres indépendants aussi pour être sûr que leurs objectifs ne soient pas biaisés, en fait, par les contacts qu'ils ont. Puis, bien entendu, on conseille d'augmenter la fréquence des réunions du CA, puisqu'on voit qu'on se réunit juste 2 fois par année, puis ça ne permet pas vraiment de remplir leur mission complète. Donc, en bref, pour conclure, on a revu avec vous l'analyse de votre environnement, les considérations comptables, le contrôle interne, le don de M. Brochet et les flux monétaires provisionnels. Là, vous avez dit que vous alliez être en déficit, puis qu'il faudrait faire des campagnes de financement, mais concrètement, là, ils ont des problèmes à court terme là, de liquidité. C'est quoi que vous suggérez? À court terme, rapidement, en fait, ça serait premièrement de voir s'il n'y a pas une certaine facilité qu'on pourrait aller chercher à l'aide du gouvernement. En fait, il y a beaucoup d'aide gouvernementale qui est fournie aux organismes en but lucratif. Peut-être que temporairement, ils pourraient nous aider là, à replacer la situation. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, c'est sûr que c'est vraiment à court terme, là, donc c'est vraiment difficile d'aller chercher des fonds supplémentaires. On sait qu'on a un petit excédent des années passées qui nous reste, qui pourrait nous permettre d'absorber une partie de ça. Ça serait peut-être à ce moment-là de voir s'il n'y aurait pas possibilité, soit de modifier des activités, de jumeler des groupes, ou encore vraiment faire un contrôle plus strict là, au niveau des coûts pour voir s'il n'y a pas possibilité, par exemple, je sais pas, d'aller chercher soit des fournitures qui seraient un don, un apport plutôt que de les acheter. Est-ce que vous avez considéré, parce qu'on sait qu'on dépend beaucoup des bénévoles, et donc nos bénévoles ont une valeur, et si demain matin il fallait payer pour nos bénévoles, ce serait comme si on serait dans le trouble. Et donc nos bénévoles, c'est un don finalement qu'ils font de leur temps. Est-ce que vous avez considéré si vous pourriez établir la valeur puis la mettre au livre, donc la valeur comme en tant que revenu, puis après ça, comme la raison en tant que dépense. Est-ce que ce qui vous aiderait comme la raison la dépense au niveau du financement, d'aller chercher plus de 35 là? Est-ce que vous avez pris ça en considération ou vous ne l'avez pas considéré, ou si oui ou non, pourquoi? Oui, mais l'enfant, quand on a présenté les considérations comptables, ce qu'on vous a dit, c'est que vous aviez le choix de le faire ou non. On vous conseille de le faire, en fait, puisque ça va vraiment représenter la situation actuelle de votre organisme. Bien entendu, malgré le fait que ça va nous permettre d'aller chercher plus de montants de subventions, comme on doit respecter un pourcentage des produits d'apport totaux, puis comme on le dépassait déjà, on n'est pas venu le tenir en compte, on n'a pas essayé de faire une estimation, puisqu'on se rendait déjà compte qu'on allait devoir rembourser une partie de la subvention si, malgré le fait qu'on avait des coûts supplémentaires, qu'on pouvait inclure des coûts supplémentaires. Merci. Vous avez aussi mentionné que vous utilisiez le référentiel IFRS. Oui. Vous savez qu'on est un organisme, un OSBL. Vous avez aussi fait la méthode parfois affectée et par de report. Est-ce que c'est exactement le bon référentiel qu'il faut utiliser dans ce cas-ci, le IFRS? En fait, c'est qu'au niveau des OSBL, là, les critères qu'on respecte, c'est les principes généralement reconnus. Puis, autant à NCECF qu'en IFRS, les traitements sont vraiment semblables. Puis, assez souvent, les traitements, on va se tourner, quand le traitement n'était pas... c'est qu'en fait, il y a très peu de normes qui sont établies au niveau des OSBL. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au niveau des principes généralement reconnus, ce qu'on fait, c'est de se tourner vers la norme qui serait la plus représentative de votre situation. Okay. Puis, à ce moment-là, les normes qui sont établies sont plus souvent au niveau des IFRS, donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ces normes-là. Okay.
Ben aussi, tu sais, là, vous aviez parlé comme quoi, pour le don de M. Brochet, vous le refuseriez. Ça, c'est quand même 75 000 $. Ça, c'est quelque chose qui est clair pour vous de refuser ce don-là. En fait, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est que à moins qu'on soit capable de convaincre M. Brochet d'utiliser les fonds à d'autres escients plutôt que pour les sujets qui le touchent, des sujets qui soient vraiment en lien avec notre mission, on sort de nos activités ordinaires, on va devoir développer des activités qui sont en lien avec justement ces sujets-là. Donc à ce moment-là, c'est que le 75 000 $ au final, net dans nos poches, va peut-être être vraiment... S'il accepte finalement que ça soit alloué pour d'autres types d'activités, il avait marqué dans sa lettre qu'il voulait un rapport d'audit sans aucune réserve, sans aucune opinion modifiée. Est-ce que vous pensez pour un OSBL qui n'a jamais été audité, c'est quelque chose de faisable? Justement, je vais revenir, si vous me laissez juste 2 petites secondes. C'est quelque chose justement qu'on avait soulevé... le point n'a pas suivi, malheureusement, on l'a modifié à la minute. C'est quelque chose qu'on a soulevé, en fait, c'est que c'est des coûts qui sont très importants au niveau d'un rapport d'audit, malgré le contrôle interne qu'on va instaurer. Je parle pas des coûts, je parle de savoir si l'audit peut avoir une réserve ou une opinion. Oui, ça serait possible qu'il y ait une certaine réserve, puisque c'est la première fois que vous êtes audité. C'est difficile d'auditer les soldes d'ouverture, en fait, parce qu'il faudrait remonter jusqu'à 2007. Puis pour ce faire, là, ça demande un travail qui est vraiment très grand. C'est quelque chose qui pourrait être très lourd à supporter pour un OSBL, puisque comme vous ne dégagez pas de revenus, en fait, vous essayez de limiter vos coûts pour vous permettre vraiment d'offrir une plus grande partie de vos fonds à vos clients. Là. C'est tout? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Scar tissue from the whole thing.